pas de président en 2021. Ça, ils le savent. Mais à ce niveau-là, c'est le ligne de transport qu'il fallait construire. Mais infrastructure de transport, si les Américains et les Français, s'ils sont vrais, hey, hôpitaux régionaux, allez voir hôpitaux régionaux, continuez encore à évacuer les Guinéens à Dakar, au Maroc. Hein? À quoi servent ces hôpitaux régionaux-là? Pourquoi financer à plusieurs centaines de millions de dollars? Pourquoi? C'est ça, c'est-à-dire que tout ça, c'est du mensonge fabriqué en attendant qu'ils commencent à abattre la violence sur les gens. Mais sinon, ils n'ont qu'à nous montrer, nous on veut quiconque vient ici aujourd'hui en Guinée, infrastructure de transport. Notamment le train, pour le transport des marchandises et autres. Mais bon, allez-y, hein, on va revenir sur le discours de ce nègre qu'on a envoyé à Conakry là-bas, qui représente l'Union européenne, qui menaçait la Guinée il y a quelque temps, de lever le pied sur la délivrance des visas si la Guinée ne coopérait pas dans l'extradition, notamment en Allemagne, l'Union européenne en général. Bon, je sais pas, depuis l'Allemagne, il y a un peu de calme encore. On ne sait pas, hein, parce que John Costa, ça fait quelque temps que je pense que pour l'instant, il y a un peu de calme. On ne sait pas. On attend voir. Donc, allez-y, hein, si vous pouvez, je ne sais pas si vous souhaitez d'abord qu'on écoute les propos de ce représentant de l'Union européenne, même notre économie. C'est eux qui viennent nous expliquer ça. Présenter aux Guinéens. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Nous, on n'a même pas de crise de liquidité, on n'a même pas d'argent dans les banques. Personne n'a de l'argent. Personne. L'économie a ralenti à cause de ces problèmes de liquidité. Les transactions, le bien ne circule pas. L'argent ne circule pas. Comme quand ça ne circule pas, qu'est-ce qui se passe? Ça nous voit? Regardez comment le franc guinéen est en train de dévisser par rapport aux devises. Donc, franchement, si vous voyez toutes ces personnes-là... En plus, là, t'as dit quelque chose que j'ai aimé ici. Il ne faut pas seulement faire des infrastructures pour ramener nos ressources. Faites-nous aussi des infrastructures pour nos pauvres populations. Ils font qu'il y ait des infrastructures pour ramener des ressources. C'est ça qui les intéresse. Pas ce bas peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est des bouts d'infrastructures pour ramener nos ressources. Les autres, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Ah ouais. Allez-y, hein, avant que les gens ne dorment, sinon les gens vont dormir. Parce que parfois, quand je commence ici, allez-y, hein, avant que... Je vais vous montrer. Allez-y. Joseph. Tu t'invites d'avoir un problème, tu ne vas pas trouver ça vers moi. Comment vous êtes là? Ah oui, Pitaka, je suis là. Allez-y. Oh, ok. Je vous ai entendu parler aussi de Nelson Mandela et de ce qui se passe en Afrique du Sud. Est-ce que c'est ça le sujet? Oui, on a parlé. Vous pouvez y aller. Ah, ok. Moi, juste ce que je voulais dire par rapport à ce point, vraiment, les Sud-Africains, ils sont tombés très bas parce qu'en cas de problème, personne ne pourra vraiment les aider. Toute l'Afrique les a défendus par rapport à leur lutte. Ils étaient vraiment un symbole. Ils étaient enseignés dans les histoires de toutes les écoles. Mais c'est vraiment malheureux. C'est-à-dire Nelson Mandela n'aurait pas aimé que cette situation arrive comme ça. Il n'aurait jamais rêvé que ça pouvait arriver, des situations comme ça. Donc, dans ce combat et les condamnations qu'on va faire, moi je pense qu'on peut épargner Nelson Mandela de ça, quoi. C'est mon avis. C'est un héros, il s'est battu et il a donné la chance à son pays d'atteindre un certain niveau. Et je pense qu'il n'est pas responsable de tout ce qui peut arriver dans son pays, même peut-être après 20 ans, 30 ans après son règne. Il n'est pas responsable de tout ça. Il n'a pas été le seul, il n'est pas le seul qui a régné là-bas. Il a fait son mieux, il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc, et il a aussi fait l'alternance. Il a donné une chance à leur pays de connaître ce qu'on appelle la démocratie. Il a montré qu'il ne s'est pas battu pour le pouvoir, juste pour le pouvoir, pour mourir au pouvoir. Il pouvait tenter, mais il n'a pas tenté ça. C'est à saluer. C'est un grand homme. Moi, je pense que la grandeur de Nelson Mandela, on ne doit pas remettre en cause à cause de cette situation qui se passe ici. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et il faut juste passer à condamner les autorités actuelles, parce que les autorités actuelles sont complices de ce qui se passe. Ils n'ont pris aucune mesure pour contrer ça, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Et ils devaient vraiment venir maintenir l'ordre, mettre en sécurité, sécuriser tous les étrangers qui sont dans leur pays et passer à autre chose. Mais ils ont permis, ils ont laissé faire, ils ont laissé passer, ils se sont assis et devenir des spectateurs. Donc ils ne pourront convaincre personne qu'ils sont innocents, qu'ils ne sont pas complices de ce qui se passe, parce qu'on voit ils n'ont pas entrepris des actions répréhensibles, ils n'ont pas entrepris des actions qui allant juste du côté positif de la situation. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Et par rapport aussi au premier point Voilà Nelson Mandela, par exemple. Nelson Mandela, il a fait quoi pour l'Afrique? Oh, la question c'est il a fait quoi pour l'Afrique? Tu sais, moi si je peux dire, quelqu'un qui s'est battu pour libérer son pays, tu comprends, pendant plusieurs années en prison, il n'a pas baissé les bras. Et il est sorti, il a dirigé son pays pendant
juste 2 mandats, il a libéré le pouvoir. Pour moi, c'est une grandeur. Monsieur Maintenant, Amadou, excusez-moi de vous interrompre sur ce plan-là. Moi, c'était mon idole, Nelson Mandela. Aujourd'hui, je le vomis. Je le vomis pourquoi? Parce que quand on a fait 20 ans de prison, c'est toute l'Afrique qui s'est levée pour Nelson Mandela. Bien sûr. Voilà, c'est toute l'Afrique qui s'est levée. Et Nelson Mandela, il a failli à l'éducation de son peuple. Parce que c'est à bas âge déjà que Nelson Mandela devait dire aux futurs leaders d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes libres. C'est grâce à nos voisins africains. C'est grâce à la Centrafrique. C'est grâce à l'Afrique de l'Ouest. C'est grâce à l'Afrique de l'Est. C'est grâce au continent africain que nous avons eu cette liberté aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui... Ils sont tous là, Cléopâtre. Attends, Cléopâtre. Tous ceux qui ont lutté avec lui, pratiquement, ils sont tous là. Il n'est pas seul. Hein. Ils sont tous vivants. Oui, mais c'était lui le président. Il devait mettre ça. Ça devait être dans les annales. Parce que nous, on l'a étudié. On a étudié. C'est dans nos annales. Mais pourquoi ça se trouve pas dans les annales de On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, justement. Donc moi, Madame, est-ce que vous pensez on ne sait pas, parce que moi, en tout cas, moi, je ne connais pas le programme sud-africain. Moi, je le condamne. Je le condamne. Madame, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu un effort de mettre cette situation dans l'histoire de leur pays aussi? La contribution des pays africains. Je vous demande pardon? Non, j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'il n'a pas introduit ça dans l'histoire de leur pays, c'est-à-dire mettre en lumière les efforts qu'ils ont menés pour les aider dans leur pays? On ne peut pas dire ici, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, pour le moment, si on ne sait pas, peut-être c'est pour de vérifier ça. Par conclusion, moi je dirais, le Sud-Africain ne connaît pas sa vraie histoire. C'est la raison pour laquelle elle se comporte comme ça vis-à-vis de leurs confrères. Donc voilà, pour moi, cette histoire n'a pas été écrite dans les annales des livres de l'Afrique du Sud, parce que s'ils savaient combien sont morts pour défendre, pour donner la liberté à ce pays-là, ils n'en seront pas là aujourd'hui. C'est pas des cons, c'est des humains. C'est des humains comme nous, ils respirent comme nous. Alors, connaître l'histoire, c'est vraiment avancer. Et si ces gens-là se comportent aujourd'hui comme des barbares vis-à-vis de nos confrères qui vivent là-bas, je suis désolée, l'histoire n'a pas été lue comme il le fallait en Afrique du Sud. Merci. Ok, attends, je vais laisser. Allez-y, je ne sais pas qui veut. Dis-moi si tu veux donner ton point, ou Diallo. Je ne sais pas qui veut se prononcer avant qu'on continue, hein, parce que bon, le débat est revenu. Alors, oui, c'est que Cléopâtre vient de dire. Exactement, c'est là, on va s'informer avant. Je suis d'accord. Allez-y, Diallo. Je dis ce que Cléopâtre vient de dire, c'est en plus c'est ça. Hein, la conclusion, c'est les Sud-Africains sont des ignorants. Il paraît qu'ils n'ont pas été enseignés de l'histoire. Ils ne savent pas l'histoire. Sinon, ils n'auraient pas dû se battre ou faire un combat contre leurs propres frères africains. Il y a les Blancs là-bas, ils lèchent les bottes des Blancs là-bas et font fuir les Africains. Ça ne se fait pas, les frères africains. En plus, ce n'est pas un autre continent, sur le même continent. Toi, tu dis à tes frères africains de quitter le pays, qui se sont battus, que le peuple africain d'avant, qui se sont battus au temps de l'apartheid, pour leur libération, pour leur indépendance. C'est ça, c'est une honte pour eux. C'est tout ce que Cléopâtre a tout dit, en fait, c'est ça. Ils ont été ignorants, c'est tout. Merci. Hein. Moi, quand j'ai vu là-bas, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup en Afrique du Sud. Il s'appelle Julius Malema. Parfois, je ne suis pas d'accord avec cette position, mais franchement, il a fait une sortie contre ses concitoyens. Ça permet parfois de se calmer un peu sur eux. Vraiment, il a été très caustique pour leur demander pourquoi. Attendez, peut-être je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Mais franchement, une minute. Il a pris parole, il a vraiment, c'est l'un des rares, hein, qui ont pris une minute. Tapotez, s'il vous plaît. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est triste. Vraiment, ces gens-là, ils doivent comprendre que, ils ne pensent pas seulement chez eux, hein. C'est partout. Une minute. Tapotez, s'il vous plaît. Je dois retrouver cette. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est celle-ci. J.J. Mackenzie was running all over Limpopo River, saying he's chasing
Zimbabweans who are crossing into South Africa, almost eaten by crocodiles. But the foolish him, he didn't know. He was proving what I'm saying correct, that there is no fence. So what open border are you talking about, which is not happening now, which is going to happen after the EFF takes over government? These Africans have always been here. If you doubt, there is a language called Fanaka law. It was formed long before the arrival of the EFF. Why? The migrant laborers met. They couldn't communicate amongst themselves when they were building South African economy. It was built by Zambians, it was built by Mozambicans, it was built by Zimbabweans, it was built by South Africans who could not communicate amongst themselves. They formed a language, Fanaka law. Where was the EFF when these migrant laborers were here? I'm just saying, we must not find ourselves behind time. The EFF is being punished for being ahead of the times. We say things now, you guys come to appreciate them extremely late because we're too far in thinking. So, and these Africans, when you needed them, they were there for you. The frontline states were there. People got killed in Lesotho. People got killed in Mozambique. People got killed in Swaziland, in Botswana, because they were suspected to have been harboring the terrorists, meaning your liberators, your liberation movements were alleged to have headquarters in those places. Someone says, don't tell us about Nigerians. You even go to an extent of saying Nigerians gave us money for liberation. It's true. From the civil servants of Nigeria, monies were deducted from them to support the liberation of South Africa. So today we're in a comfortable place. We say we don't want them. The EFF agrees that we don't want undocumented people in South Africa. How can we... Voilà. Vous voyez, en fait, à chaque fois qu'il parle la parole, franchement, ça m'a calmé un peu sur les Sud-Africains parce qu'il a pris la parole à plusieurs reprises sur ce sujet pour leur rappeler le rôle que nous, les Africains, nous, autres Africains, avons joué pour qu'ils puissent retrouver leur terre. Et moi, j'ai pas voulu être trop, mais il faut qu'ils comprennent que dans cette lutte que nous, autres Africains, continuons encore à mener, parce que on est très loin, hein. On voit, y compris le gouvernement qu'on souhaite installer en Guinée et tout le reste. Mais au moins, nous sommes encore propriétaires de nos terres. Enfin, en tout cas officiellement. Même si dans le contrôle c'est autre chose, mais en tout cas officiellement nous sommes encore propriétaires de nos terres. Ce qui n'est pas leur cas. Ils sont seuls à avoir été évacués ailleurs. Mais s'ils veulent vraiment qu'on rentre pour se comprendre que nous, on n'a pas eu besoin d'autres. Les Guinéens, les Sénégalais, les Béninois, les Nigériens, personne n'a eu besoin d'une autre personne pour combattre les Blancs, pour ne pas qu'ils s'installent chez eux. Chacun a réussi, tant bien que mal, à vivre avec des protectorats, des dominations, mais jamais une installation de colonie. Personne ne l'a accepté. Ça s'est passé chez eux, uniquement chez eux. Donc s'il y a des faibles en Afrique, c'est pas nous, hein. Nous, le problème, c'est nos dirigeants. C'est nos dirigeants. Ils ne respectent pas les peuples. Parce que sinon, s'ils se comportaient bien avec toutes les richesses dont nous disposons, on ne serait pas là à aller en Afrique du Sud, nous coucher là-bas. Chacun d'entre nous dispose de richesses différentes de l'autre. Chacun a une... Congo a cobalt et autres, la Guinée a le fer et bauxite, le Sénégal a du gaz, chacun a quelque chose. Tout le monde. Le Mali a de l'or, l'uranium au Niger, chacun dispose de quelque chose. Chacun. Mais tant qu'on n'a pas de chef d'État sérieux, moi, ce que je déplore, sincèrement, pourquoi j'ai parlé de ce sujet-là, c'est ce qui s'est passé là, à Nairobi. Aucun chef d'État n'a parlé de ce programme-là. C'est pas la première fois. Tous les ans, les Africains sont attaqués en Afrique du Sud. Quand ça se passe aux États-Unis, quand c'est un policier blanc qui met le genou sur la tête des Floyd là-bas, je vous dis, toute l'Afrique est vent debout, même les chefs d'État en ont parlé. RFI, c'est pas bien ce qu'ils font là-bas. Mais ce qui se passe là en Afrique du Sud, ça n'intéresse aucun chef d'État. Mais comment on peut faire confiance à ces gens-là? À quoi servent les rencontres? S'ils ne peuvent pas régler des problèmes aussi mineurs. Parce que ça, c'est chacun au moins dire, je ne demande pas, personne ne peut faire la guerre ou demander autre chose, mais c'est convoquer au moins les ambassadeurs sud-africains dans les différents pays. Il faut les convoquer et leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est nous, vous attaquez? Pourquoi pas vous touchez personne, sauf nos frères? Vous savez pas que vous avez des intérêts chez nous? Tous les pays africains, ils ont des intérêts, ils ont des investissements. Chez nous, en Guinée, partout. Ils ont des investissements. Ne serait-ce que là, on peut mettre la pression sur le gouvernement. Vous verrez s'ils ne vont pas rester tranquilles. Pourquoi ils ne font pas ça aux Indiens, aux Sri Lankais, aux Chinois? Les propres frères. Les propres frères. Allez-y, je ne sais pas qui se prend la parole. Mais sur le continent-là, le nègre, il a encore de la distance. Il doit se réveiller. Franchement, il doit se réveiller. Quand je vois chez nous des Marvin Ghané qui commencent à parler des chapelets, tout ça, je vous dis, mon frère, et le blanc là, les Occidentaux, ou même les Chinois, tous ceux qui veulent nous dominer.
Toi, tu es malinqué, toi, tu es sous, toi, tu es peur là. Pour lui, il voit des nègres. Attendez. Monsieur Diallo, mettez-vous. Monsieur Diallo. Ah, on n'arrive pas à le muter. Attends, on n'arrive pas à le muter. Voilà. Pour l'occidental ou ceux qui veulent nous dominer, il n'y a pas de malinqué et peu là. Pour lui, c'est pas eux-mêmes. Si ça existe même, il va dire, ok, toi là, c'est que le pouvoir, c'est vous qui êtes les meilleurs. Il ne faut pas lâcher. Ceux-ci là, ils vont se venger. Hein. Faites attention. Puis ils vont voir aussi de l'autre côté. Et ça fait combien d'années? Ça fait 6 présidents. Jusqu'à maintenant, vous n'avez personne. Quoi vous laissez faire? Voilà. Et nous, on est là. Et nous, on est là, les uns après les uns sur les autres, à nous combattre, aller voir les marabouts, faire des guerres civiles, assassiner Général Sadiba, assassiner là-bas. Pendant ce temps, ils s'implantent, hein. Ils s'implantent tranquillement, sans aucun problème. Ceux qui se combattent là, c'est nous. C'est nous. Pendant ce temps, ils sont en train de faire le travail. On va se réveiller dans 10 ans ici, avec un autre pays qui n'est plus dans nos mains. Ils vont utiliser les uns contre les autres. C'est ça qui va se passer. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça parfois certains quand on parle du PDG, ah non, moi je vous dis, ça ne nous avance pas. C'est parce que en fait, les gens, c'est pas la réflexion qui leur manque. C'est la sincérité. C'est vraiment la sincérité. Pour faire la différence, ils savent bien que, tous les cerveaux du monde connaissent la différence entre le bien et le mal. Personne ne dira le contraire. Le bien et le mal, on sait. Le problème, c'est l'acceptation du bien et du mal. L'acceptation. Ou au moins, c'est ça le problème. C'est là que se trouve le problème. Donc, c'est pas ce qui leur manque. Mais ici, chez nous, on consommait à nous combattre, à organiser des régimes. Tu entends, Imagine Yannick qui dit, nous sommes au tournant de l'histoire. Tu comprends, quand tu parles ça, moi, regarde le président Alpha, coupons le cordon. On comprend tout de suite. Tous les Guinéens ont compris à qui il s'adresse. À ceux qui veulent nous dominer. Tout de suite, c'est à qui il s'adresse. Ensemble, les Guinéens. Et ce qui n'est pas le cas ici. Cordon, faites attention, Chapelet va tomber, quand il va se lever, on ne sait pas. Mon frère, dans ce pays, on doit cesser. Billahi, on doit cesser ça. Définitivement. Ça, on ne pourra jamais avancer. Chacun va venir prendre sa part. Et nous, on va même nous donner si on ne fait pas attention là, on va nous donner des armes, on va s'affronter entre nous, et pendant ce temps, ils vont prendre. Ils vont soutenir un groupe qui va dominer l'autre pendant 5 ans, 10 ans. Et après, s'ils trouvent que là, la population commence à s'emmerder, ils le remplacent avec un autre groupe. Peut-être même le groupe adverse. Puis lui aussi, il reste quelque temps. Ça continuera comme ça. Tant qu'on ne prendra pas conscience. C'est pour cette raison qu'ils installent des bouffons comme Mamadi Doumbouya. Un bouffon comme ça, il va faire quoi? Regardez, il est avec ses maîtres. Ses 2 maîtres. L'empereur Ado, qui est chargé du blanchiment d'argent. Tout ce que Mamadi fait en Guinée, il va voir Ado. C'est Ado et le président rwandais. C'est qui sont derrière lui. C'est qu'il assiste parce que ça leur permet de blanchir l'argent de la Guinée. Regardez, il ne peut même pas venir à Conakry. Mamadi, l'investiture, il n'est jamais là. Ils organisent des occasions comme ça pour se rencontrer là-bas. Voilà. Ils sont là à lui donner. Regardez le doigt de Macron. Il donne de l'ordre. Tu connais ça que tu vas faire. On lui donne, regardez le doigt. Il y a le langage corporel là-bas. C'est pas loin. Hein? C'est le doigt. Il lui donne des ordres. Et l'autre là, il tient le ventre. J'ai bien écouté, j'ai entendu. Et en bas, il y a l'empereur Ado qui est en train de le conseiller comment installer la violence et l'intimidation. C'est tout, hein. Mais lui, il va partir. Lui, Ado doit partir. Moi, je dis à tout le monde, tant que lui, il est là, dans cette sous-région, en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui a des problèmes, c'est toute la sous-région. C'est le dernier qui doit sauter ici pour que la sous-région reste tranquille. Vous allez voir. 2 ans après sa chute là, vous allez voir comment cette sous-région va respirer. Moi, je vous dis ça. Croyez-moi. Il va y avoir des 4 rabattus ici. Des 4 rabattus dans cette sous-région. Parce que le problème, c'est Ado. Moi, je vous dis, je ne cache même pas quelqu'un. Tout le problème de la sous-région, c'est lui. C'est lui qui maintient ce qui se passe là. Cette domination de la sous-région par les pays. Voilà. Mais nous, on ne dit rien. En plus, seulement qui ne paye pas la vie. Quand ça répond, on sait qu'il y a juste une porte entre lui et l'ambassade de France. Il rentre là-bas tranquille. Il laisse le pays dans la... Voilà, on tourne la page. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'économie de la sous-région. C'est l'économie de la sous-région. Si la Côte d'Ivoire ne va pas bien, c'est toute la sous-région qui est en panne, notamment francophone. Voilà. Donc, on a besoin des gens normaux là-bas, qui ne sont pas là pour écouter des dictats. Franchement, lui-là, il y a des présidents qui doivent s'expliquer devant les tribunaux. Mais moi, franchement, j'ai prié Dieu. 15 jours, lui, là, il passe devant les tribunaux. Vous allez voir des choses. J'en parle souvent, lui, le jour où il passe ça devant les tribunaux. Si jamais quelqu'un mettait la main sur lui là-bas, comme ça se passe au Mali ou autre là. Je ne souhaite pas, mais croyez-moi,
ça ne sera pas facile. Il doit répondre. Il doit répondre. Depuis une quinzaine d'années, son nom est partout. Partout, Burkina, Mali, Guinée, partout. Son nom est partout. Partout. Il doit partir. Hein. Moi, je vous dis, à tout le monde, à qui veut l'entendre. Il a travaillé, certes. Il a fait ce qu'il a pu. Je ne sais pas sur le plan économique. Certes, il a pu avancer quelque chose. Mais cet homme-là, il doit quitter le pouvoir. Il doit quitter. Il doit quitter. Et comme les Ivoiriens sont divisés, c'est pour cette raison qu'ils s'accrochent encore. C'est ça le problème des pays. Vous avez vu le Sénégal? C'est-à-dire, en fait, c'est ça. C'est pour cette raison que je me demande s'il n'y a pas des neurones de plus que Dieu a donné aux Sénégalais par rapport à nous autres de la sous-région. C'est honteux. On a l'impression que dans leur cerveau, ça marche beaucoup mieux que tout le reste. Au Sénégal, ils s'élèvent d'un seul coup. Tu es Peul, tu es, je ne sais pas, Serrer ou je ne sais pas quoi. Ils s'élèvent, tu pars. Ils s'élèvent d'un seul coup. Tout est confondu, tu pars. Après, ils vont voir la suite. Et puis tu pars légalement, par la suite, la rue, tranquillement, sans violer la loi, sans passer par les bottes. Franchement, on doit quand même regarder, sur l'organisation quand même. On doit regarder un peu du côté du Sénégal. Moi, je vous dis vraiment, on doit s'inspirer un peu de ce qui se passe au Sénégal. Au moins d'étudier ça, parce que c'est assez étrange. De leur façon de dégager le président, vite fait quand ils sont pas contents. Et puis légalement, sans passer par des bottes militaires. Alors que tout le reste, on est obligé de passer. Regardez quand ils sont levés pour pouvoir d'ici. Boum, il est dégagisme. Quand ils sont levés aussi pour Macky Sall ici, dégagisme. Comme les enfants là, vous allez voir aussi. Et ils sont toujours prêts, mais légalement, tranquille. C'est-à-dire comme les gens civilisés. Chez nous maintenant, dès qu'il y a un militaire commence, il s'invite tout le monde. Hey, merci, on est libéré. Et puis 3 mois après, désillusion. On a sorti de ça. Allez-y, je ne sais pas si pourquoi les gens dorment, mais parfois je fais un peu de tour là. Mais moi je suis un peu jaloux des Sénégalais, vraiment, je ne vous mens pas. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça marche comme ça là-bas. Pourtant, nous on est tous des nègres quand même. C'est chez eux seulement, même le Bénin à un moment a commencé à tourner à gauche et à droite. C'est chez eux seulement que ça fonctionne comme ça. Le peuple se mobilise contre celui qui est au pouvoir et il le fait partir légalement. Légalement. Donc vraiment, on doit quand même réfléchir. Hein. Peut-être commencer à regarder du côté du Sénégal, s'inspirer. Parce que c'est notamment de la société civile, la façon dont la société civile travaille avec. Pardon, vas-y, Diallo, vas-y. Ouais, peut-être c'est ce que je disais précédemment. Il faut qu'on arrive à réfléchir. On n'entend pas bien. Ok, c'est ce que je disais précédemment quand Joseph avait posé sa question. Il faut qu'on arrive à choisir nos dirigeants, pas par l'État ou quoi que ce soit. Il faut qu'on réfléchisse. Il ne faut pas que l'émotion nous prenne la tête et qu'on dise parce que, par exemple, la lutte qu'on est en train de faire aujourd'hui contre Doumbouya, il ne faut pas parce qu'on ne veut pas le gouvernement de Doumbouya qu'on dise forcément il faut qu'il parte de toutes les manières. Il faut qu'on chasse quelle équipe sera là après Doumbouya. Il faut qu'on prépare l'équipe là, que l'équipe là soit préparée par la population, mais pas par un groupe de militaires ou quoi que ce soit. Parce que si c'est les militaires qui viennent encore au pouvoir pour dégager Doumbouya, on n'aura pas la décision. Le peuple n'aura pas une décision. C'est les militaires qui vont faire ce qu'ils vont le savoir. Et on va se retrouver encore, soit sur un autre panel ou soit sur ce même panel pour parler encore. Oui. Diallo. Oui. Dans les conditions actuelles, faire partie Mamadi par la rue, c'est un tout petit peu compliqué. Ils ont installé la peur et la violence. Même le mot, c'est un problème. Les gens sont pourchassés et poursuivis partout. Moi, je vous dis, ne cherchez pas à savoir qui après Mamadi Doumbouya. Vous savez, des fois, quand je parle la parole, c'est notamment contre RPG, notamment UFDG ou UFD, vous savez bien, des fois, c'est tellement violent. Mais je vous donne un coup d'état ici, tu ne perds pas serment. Nous allons te considérer, en tout cas moi, de mon point de vue. D'apporter, s'il vous plaît, mon point de vue. Nous allons te considérer comme notre De Gaulle. Mais pas pour prêter serment ici. Même 4 heures, tu ne restes pas président. Tu vas même pas rester, même une minute. Tu es juste le pugiste qui l'a fait partir. Président Alpha, il va venir, il appelle la Cellou, Ali Ouba sort de prison, et les autres qui sont pas mêlés à cette affaire. On trouve une solution. Ils vont trouver une solution. Président Alpha va trouver une solution. Il y a les forces vives qui sont là. Moi, je vous dis, malgré ce qu'on dit ici, connaissez mon point de vue. Ce sont les forces vives. Président Alpha Condé, il va appeler ses opposants, ils vont se réunir à Conakry, ceux qui ne sont pas dans cette affaire. On va voir comment s'organiser rapidement dans les mois et venir. Et proposer un plan, rapidement, un bon plan pour la Guinée. Moi, je suis partant. C'est pour cette raison qu'on dit, Mamadi, il n'a qu'à tomber. Mais prestation de serment, je vous assure que je respecterai la loi. On va tolérer ça pour personne. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Tu ne vas même pas commencer à t'éterniser là. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que tu seras considéré plus que tous les présidents qu'il y a eu dans ce pays. Parce que
on saura le risque que tu as pris pour faire ça. Un bonhomme, tu es venu, tu as libéré le pays, tu as rendu le pays aux forces vives, et la Guinée a tourné la page. Tu verras le rôle que tu joueras. Tu n'as même pas besoin d'être 3 mois président, 6 mois président. Ce rôle-là, il sera le tien, que personne n'occupera dans ce pays. Et on fera en sorte que cette publicité, cette vérité soit connue. Mais c'est pas pour venir nous parler chinois. Ça, moi, ne vous inquiétez, personne ne va nous parler chinois maintenant. Personne. C'est civil. Ça se passe de façon civile. Parce que je voudrais pas, moi, je souhaiterais pas qu'un autre groupe vienne encore nous marmailler, nous mentir, nous faire des fausses promesses et après qu'on ne pourra rien faire. C'est comme ce cas actuellement. C'est de ça que je parlais, quoi. Non, je comprends, parce que c'est dans ça. Mais cette prestation de serment-là qu'on ne veut pas. Voilà. On ne même pas s'asseoir président, non. Amadi Tom, le président Alpha, il va joindre ses opposants, ils vont se réunir à Conakry. Il n'y aura pas de CEDEAO, pas de l'Union africaine, pas de l'ONU. On a besoin de personne. C'est des grandes personnes, il va y en aller ensuite. Sans intervention. Comme on a géré en 58, même si on s'est pendu après. Mais on a géré nos affaires tout seul. On a eu besoin de personne. Malgré ce qu'on a vécu, hein, on a eu besoin de personne. Voilà, on va gérer ça pareil. Parce qu'on les a aidés. À chaque fois on les fait venir, on ne trouve pas de solution. La CEDEAO est arrivée ici au mois d'octobre 2022. Conclure un accord avec Ouya Sanda. Pour la première fois, normalement, dans les accords politiques, quand les facilitateurs arrivent, ils sont arbitres. Ils restent arbitres. Ils essaient de négocier entre les deux parties. Mais cette fois-ci, parce qu'à l'époque, il y avait des manifestations que Mamadi avait projetées, avait interdit, et ça passait pas, auprès de l'opinion. Bon, les rares Guinéens, parce que entre le mois de mai, quand Mamadi a interdit les manifestations, jusqu'au mois d'octobre, là, quand cet accord a été conclu, pendant cette période-là, c'était fini, il y avait une tension, même le FNDC avait organisé des manifs. Les rares d'ailleurs qui voulaient cette manif-là, qui sortaient ici défendre que Mamadi doit continuer encore, c'était les Kamanou. J'étais les seuls encore qui restaient là, à dire non, il ne faut pas perturber la transition continue. Mais sinon, tout le monde à l'époque avait demandé à ce que Mamadi parte. Mais ils ont signé les accords. À la fin des accords, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils n'ont rien respecté. Ils n'ont rien respecté. Tout ça aussi, ils ont pris le jeter à la poubelle. Mais imagine la CEDEAO, qui est venue en Guinée, qui devait être l'arbitre entre la classe politique et ses bandits. Elle a dit à la classe politique, elle n'a même pas rencontré la classe politique. Hein. Elle est venue rencontrer ces voyous-là. Mamadi Doumbouya avec Ouya Sanda et tous les autres. Sur l'invitation de Ouya Sanda, parce qu'au début, ils avaient proposé 36 mois. 36 mois. Mais la CEDEAO, pour s'inviter, parce qu'ils voulaient venir, parce que ça, c'est ce que je veux dire, ça c'est un plan ourdi par la CEDEAO. Ces gens-là, cette institution, c'est une institution barbare. Ils doivent foutre le camp. On doit quitter cette institution. Parce qu'en fait, pour s'inviter dans le dialogue, c'est la CEDEAO qui a contesté les 36 mois, dans un communiqué. Ouya Sanda a dit non, venez ici, nous allons vous prouver que les 36 mois, voilà, ont été proposés sur la base de calcul, de délai, et voilà, du travail à faire. La CEDEAO arrive, elle ne rencontre même pas la classe politique. Elle va voir directement Ouya Sanda, s'il vous plaît, classe politique reste là-bas. Moi, je parle d'engagement, signez avec moi que vous allez respecter. Mais c'est là qu'on a fait une erreur quand même, la classe politique. On a laissé la CEDEAO pas notre place. C'est-à-dire signer un accord avec Ouya Sanda, un accord compromis qu'on appelle le compromis dynamique, sans associer, même pour informer la classe politique. Elle a été informée en voyant Sanda, mais enfin, il y avait quand même dans les coulisses, mais en tout cas, physiquement, il ne rencontrait personne. Et par la suite, la CEDEAO, dans cet accord, il était clair que Mamadi Doumbouya devait rendre le pouvoir au plus tard, le 31 décembre 2024. Compromis dynamique, parce que c'est à eux de s'organiser sur les 10 points qui avaient été mis en place. Mais, au grand désespoir et avec le grand étonnement aussi de tous les Guinéens, la CEDEAO, à l'arrivée, à l'expiration de ce délai-là, jusqu'au mois de novembre, tout le monde attendait à ce que la CEDEAO se prononce. Elle ne s'est pas prononcée. C'est au mois de février qu'elle vient de dire non, Mamadi avait dit bon, il y aurait eu glissement. On dit quoi? Et puis, elle n'est pas venue dire voilà l'accord qu'on avait signé avec eux, voici ce qu'on a signé. On n'a pas pu. Il y avait même un comité de suivi qui avait été mis en place avec des commissions dont eux-mêmes faisaient partie. Tout ça a été jeté à la poubelle. Donc cette institution, elle a participé juste parce qu'elle voulait venir aider Mamadi Doumbouya. Parce que si la CEDEAO n'était pas venue, moi je vous assure, hein, si la CEDEAO n'était pas venue en Guinée au mois d'octobre 2022 pour rencontrer Mamadi Doumbouya, pour rencontrer Ouya Sanda et signer cet accord de compromis dynamique qui rassurait tout le monde, qui informait, parce que je ne sais pas si ça rassurait grand monde, hein, mais qui informait tout le monde qu'à la date du 31 décembre 2024, ils allaient rendre le pouvoir. Si cet accord n'avait pas été signé, la classe politique allait continuer encore les manifestations. C'est cet accord-là qui a été garanti par la CEDEAO, qui a calmé l'opposition et la société civile. Tout le monde est d'accord, la CEDEAO a pris un engagement, ils ont signé le 31 décembre, ils s'en va.
Donc, entre 2022, 2023 jusqu'à 31 décembre 2024, tous les mouvements, et pendant ce temps, eux, ils ont commencé à envoyer de l'argent dans l'axe, à envoyer de l'argent dans l'opposition, ils ont continué leur travail, à harceler les partis politiques, un coup suspendu, un coup Gawal, etc. Franchement, ça a été, ces gens-là sont pas honnêtes. Allez-y, je sais pas qui souhaite pas en parler, ils sont pas, c'est pas sérieux, c'est pas dans ces conditions-là qu'on peut prétendre refonder un pays. C'est pas dans ces conditions-là, mais certains ont choisi la facilité. Moi, je trouve ça dommage. C'est dommage. Si vous voulez préférer le matériel. Et puis certains commencent à dire, ouais, qu'est-ce que vous êtes qu'il y a que 2000 personnes qui regardent vos vidéos après? Je dis, mon frère, la vérité n'a pas besoin de monde pour être la vérité. Elle n'a pas besoin, elle a juste besoin de temps. C'est tout ce qu'on vous a à vous dire. Mais moi, je le dis encore à tous les jeunes qui refusent ce combat-là ou qui se cachent. Ils commencent à voir les choses, mais en même temps, ils disent on va pas. Ils nous traitent même de radicaux. Je vous assure, hein, certains nous traitent de radicaux. Et franchement, à mon avis, hein, la génération la moins ambitieuse, en tout cas, c'est la nôtre. C'est la nôtre. On a une opportunité, une fenêtre d'opportunité incroyable. Mais on a du mal à saisir cette opportunité. C'est dommage. C'est dommage. Pourtant, c'est pas des jeunes qui disposent de qualifications, hein, qui manquent. Mais bon, comme ils disent, hein, la pensée, ce n'est pas lié à la connaissance, ni au savoir. C'est tout. Il faut faire des efforts. Il faut être honnête. Et beaucoup d'entre eux aussi, des diasporas, qui ont travaillé en Europe, beaucoup n'ont rien eu. Ils se sont dit, voici une occasion. Puis ils vont là-bas, ils rentrent dans cette affaire, ils prennent des postes. Pour en faire quoi après? Moi, je trouve dommage que des gens, que ce soit les Amara, Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura, ce sont les gens-là qui sont les élites de la Guinée. Ce sont les gens-là qui peuvent représenter la Guinée de demain. Franchement, regardez-les. Regardez leur comportement. Regardez comment ils dilapident les fonds publics. Comment le pays est géré. Hier, il y a même un gars il y a la deuxième personne venue du Mali, ceux qui sont venus à pied du Mali. La deuxième personne qui a eu une deuxième voiture. Les gens viennent à tout le monde. Tu viens, tu as une voiture. Pendant ce temps, je pense qu'il a le pied, je pense qu'il a, en tout cas, il y a un problème de santé. Tout le monde l'a vu, il était sur une civière, etc. Il a été empêché de prendre l'avion. Et pendant ce temps, ces gens-là, ils prennent des artistes, des instructologues, ils envoient à Dakar, ils envoient en Tunisie. Ils sont incapables. Et le jeune homme dit que je suis capable de m'asseoir dans l'avion. Il dit, je suis capable de m'asseoir. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer. En fait, cette vidéo, elle m'a vraiment touché. Elle m'a vraiment touché. Je ne sais pas si vous avez des infos. Attendez. C'est tout le monde. Tapotez, s'il vous plaît. Ou bien, il est 4 heures. Je ne sais pas pourquoi on est venu aujourd'hui. Tapotez un peu. C'est le live. Ah, ils ont des voitures à Conakry. Non, on reviendra. En fait, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir pourquoi c'est désespérant. Et vous montrer ce qu'on envoie subir des traitements, des interventions médicales à l'extérieur du pays. Un instant. Un instant. Voilà, ça est là. C'est triste. Ah, il est là le petit. Ouais, vous allez écouter. Vous allez voir, c'est triste. Et là, on fait rien, hein? Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah, moi, je pensais juste qu'il ne pouvait pas voyager. Mais il y a une solution pour qu'il voit, oui, il peut voyager. Mais il faut y bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Si le cœur, le petit, ça ne touche pas quelqu'un, ça c'est grave. Son état, ça doit interpeller tout le monde. Nous, on a fait tout ce travail pour venir jusqu'à l'aéroport, on a rempli toutes les formalités. On a acheté le billet avec sa maman, le billet de sa maman. Tout est déjà prêt ici et du côté du Sénégal pour réceptionner le bébé. On dit juste qu'il ne peut pas voyager, qu'il peut trouver. Il ne peut voyager que sur la civière. Alors la civière, qu'est-ce qu'il faut?
on nous demande de payer $7 000 juste pour la vol. On est venu voir le petit a donné l'assurance, il dit oui, je peux voyager, je peux m'asseoir, je peux tenir même pendant 2 heures, je peux tenir. C'est ça, Boubacar, responsable de l'ONG humanitaire La Baraka. En fait, nous, on a vu le petit Yaya, mon frère Yaya sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Du coup, on s'est dépêché sur de l'ONG, on a essayé de faire quelque chose. Nous ne sommes pas financés par des institutions, nous ne sommes pas financés par l'État, c'est juste que donc, l'équipe du Sénégal est déjà sur pied depuis très longtemps, ils sont même à l'aéroport, maintenant là où je vous parle, pour réceptionner le petit. Il y a un hôpital qui est déjà choisi. Elle n'est pas accessible du tout. Il pose la question, mais il dit non. Il va demander tel, va demander tel. Et bizarrement, moi-même, elle a pris mon billet, elle a déchiré. Elle est allée chercher la dame, la maman de l'enfant, dans le vol, dans l'avion, pour la ramener. Moi. Voilà, puis moi, là, vous allez voir le deuxième, voilà, il est là, 1 minute. Hein. Voilà, vous allez voir, c'est une affaire assez triste. Assez triste. Et pendant ce temps, il est là l'enfant. Guinée. Mais ala ka tare ta ga wani ra san be mun be ban ba san be na ala nan na to ba la ga wal te be me tira tina kelma ne be gido wala kin ma tesse da ma kulu na mun nan tana mamariya yanga kamaranga madiya ta kana kin madita mar su da donka ti te firin na donka madiya to ne block mu soli to yo to en madi man nate mban da ran ya ala ga no fa inda na fa ki de kin ma mpa priya sa ne bata kan to daga mali mamadi ga ta daka mais moi je n'ai pas de moi je n'ai pas de on a un week-end pour aller c'est avion qu'on doit on va dire tête on va dire boutama on va dire boutema et la Guinée on va dire ba ko na ma di ba ko na ma ni tege ni ba tege Guinée rato après ça dit millions on a fait Allah akbar et la Guinée. Voilà en fait c'est ça la Guinée, c'est-à-dire c'est une ONG qui prend en charge, qui fait toutes les démarches, qui arrive à l'aéroport et personne n'intervient. Et pendant ce temps, je vais vous montrer ici, vous allez voir aujourd'hui ce qui s'est passé. Vous allez voir le véhicule qu'on a offert à quelqu'un qui est venu, qui a marché du Mali jusqu'en Guinée, je ne sais pas pour rencontrer Mamadi Doumbouya ou quoi, vous allez voir. Un marcheur, hein. Et voyez, vous avez vu le pied de la jambe du petit garçon. Vous allez voir ici, c'est ça la Guinée. Je vous dis, allez voir le véhicule qu'on donne à une personne. Voilà. Le marcheur, il est là. Le deuxième marcheur, en provenance de Bamako, obtient aussi son véhicule. Vous savez qui lui a donné son véhicule? Il est là. Vous le connaissez, non? C'est Mamata. Mamata. Vous avez vu le véhicule? Regardez le véhicule. Regardez ça. Un marcheur qui a marché de Bamako jusqu'à Guinée. Voilà. Voilà ce qu'il a. On est incapable de payer pour que ce petit garçon-là, qui a assez toute cette souffrance, regardez ce qu'il a comme problème de santé. Regardez. On est incapable. On n'a pas dit de l'évacuer. On n'a pas de payer la consultation, l'hospitalisation, rien. Le voyage. Et il dit, je suis capable de voyager dans ces conditions. Je peux me tenir. Même s'il ne pouvait pas. Où est là, où votre Anguiche là, Agence nationale de gestion des urgences sanitaires et autres, ils sont où? Où est le travail? Il ne peut pas se mettre en contact, en lien avec ces associations, notamment ces petites ONG qui essayent de faire ce qu'elles peuvent. C'est dommage. Regardez le véhicule qu'on offre. Vous imaginez ce type de véhicule là, qui peut, comme les Guinéens peuvent avoir accès. C'est dommage. Allez-y, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole. Moi, ça me dépasse. Pitaka. Ça me dépasse. Ouais. En tout cas, des situations comme ça, vraiment, ça donne le désespoir, quoi. La Guinée, comment est-ce que quelqu'un peut se lever un seul jour pour dire j'ai marché seulement de la Guinée au Mali, et puis c'est sorti d'usine, on vient, et puis Premier ministre, parce que ça prouve que le pays là, les gens ne foutent rien, quoi. Ceux qui dirigent le pays, ils n'ont aucune occupation que de rencontrer des gens et distribuer des vêtements. Pendant ce temps, le peuple en a besoin de leurs services. Ils sont là pour servir le peuple, mais ils font autre chose. Tu vois, la force,
Nyan de midi de la fille, tu seras triste. C'est-à-dire, si tu réfléchis devant les choses qui se passent, c'est-à-dire ça donne un espoir total. Il dit, c'est quoi l'importance de marcher de Bamako à Conakry? C'est pour avoir une voiture. C'est pas? Ça a quelle importance, quoi? Normalement, Pitaka, qui a vu démagogie à atteindre un niveau dans notre pays. Aujourd'hui, un seul jour, tu vas entendre que je me suis levé ici, j'ai marché des États-Unis en Guinée pour rencontrer Mamadi. Attends. Ça dit démagogie a atteint tellement un niveau que ça encourage maintenant la mendicité, la médiocrité. Tout le monde est devenu mendiant. Non, le pays là. Damasque, vas-y, tu voulais parler, je te laisse. Oui. Vas-y, Damasque. Bon, Vraiment? moi déjà d'abord, il faut savoir une chose, c'est nous Guinéens nous devions avoir honte déjà parce que moi il est jusqu'à présent sidérant pour moi de voir qu'en 2026, même pour des petits soins, il faut qu'on quitte le pays pour aller dans un pays voisin. La dernière fois, j'ai vu une vidéo sur la Sierra Leone ou le Libéria qui a inauguré, qui a un hôpital qu'ils ont construit en collaboration avec les Chinois, et ils ont l'un des patients même était un Guinéen qu'ils ont filmé et qui témoignait de sa maladie et de son incapacité de pouvoir trouver un soin en Guinée. Et donc il a effectué le déplacement en Sierra Leone, c'est là-bas qu'il a pu aller se soigner. Est-ce que tu vois? Et voir qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là, Mamadi, on a vu que selon les rumeurs, quand il leur était question d'aller se soigner, il allait à l'extérieur. Pendant ce temps, il y a des hôpitaux en Guinée. Il porte des montres de 2 millions de dollars. Pendant ce temps, il est incapable, de se construire un hôpital digne de ce nom en Guinée. Et cela même l'oblige lui-même à aller ailleurs pour se soigner. Est-ce que tu vois? Maintenant, de l'autre côté, on ne peut pas parler seulement de manque d'hôpitaux, mais c'est aussi la mauvaise foi de nos médecins en Guinée. Certains de nos médecins, je veux dire. Parce que c'est en Guinée où tu vois quelqu'un étant dans une urgence, se présenter à l'hôpital, et que les docteurs lui disent qu'on ne te touchera pas tant qu'il y aura pas, tu n'auras pas mis de l'argent dans nos mains. Moi, je vous donne une anecdote. J'ai 2 histoires. J'avais un de mes amis, mais il était plus âgé que moi. Le gars, il est décédé suite à la négligence même de sa sœur, même qui était membre de l'effectif de l'urgence de Donka. Au fait, il a subi un accident. Genre, il a emprunté un vélo de mon voisin pour aller réclamer de l'argent à sa sœur, là même qui travaille à Donka, pour ses cours de révision. Et sur l'autoroute, il y a un taxi qui l'a ramassé, qui s'est pas arrêté. Je pense que le taxi s'est arrêté juste pour le transporter à l'hôpital et le laisser là-bas. Le gars est resté à l'émergence, comment dirais-je, dans la salle d'urgence. Et selon les dires, quand il montait, c'est-à-dire quand on le transportait, parce qu'il avait même perdu, comment dirais-je, le truc, il pouvait plus parler, quoi. Et il avait vu sa sœur qui à l'époque s'occupait d'un de ses frères de même père, qui était malade et hospitalisé à l'hôpital. Donc il a revu sa sœur, mais il n'a pas pu parler. Et apparemment, on l'a mis dans la chambre d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? On va jusqu'à appeler sa sœur qui était responsable de l'urgence à l'époque, de venir, qui a un cas d'accident très grave. Elle a négligé le cas. Elle a dit à ces gens qu'elle a un autre frère qui est malade, qu'elle va aller s'occuper de ce dernier. Ce jeune-là, un ami, mais je dis qu'il est plus âgé que moi, l'accident s'est passé vers 16h. Jusqu'à 0h, ils n'ont pas touché le corps du gars, Pitaka. Il est décédé et nous on l'a cherché partout dans le quartier. C'est le lendemain, lorsqu'on a presque sillonné partout, son frère de même mère s'est rendu à l'hôpital donc pour voir. Et c'est à travers ses pieds qu'on l'a reconnu parce que son visage était complètement truc, tu vois. Et lorsque sa sœur s'est rendue compte qu'il était là-bas, elle a demandé à quelle heure cela s'est passé. On lui a expliqué. Elle s'est rendue compte que c'était le même cas qu'on l'avait fait aviser, mais qu'elle avait ignoré. Donc, pendant les trucs, elle a pris un couteau, elle a voulu se suicider. Les gens l'ont arrêté. C'est pour vous dire combien de fois nos docteurs, même certains de nos docteurs sont de mauvaise foi. Pourtant, ils ont pris serment de soigner les gens, même en cas de trucs. Dans tous les cas, tu vois. Maintenant, de l'autre côté aussi, ce qui arrive à ce jeune-là, moi, je dirais que cette dame-là qui a refusé cela devait être jetée en prison. Il y a pas à se poser des questions. Elle doit être jugée et jetée en prison.
Parce que on ne peut pas comprendre, parce qu'il faut d'abord savoir si elle représente la compagnie aérienne d'abord. Parce qu'on ne sait pas. Si c'est l'une des parles, si c'est l'une des, comment on appelle ça? L'une des règles de la compagnie aérienne, pour laquelle elle travaille. Parce que, je sais pas si elle est agente, pour une compagnie aérienne ou pas, mais on doit d'abord faire les choses parce que des fois, il y a certaines compagnies qui ont des exigences par rapport à des cas précis comme ça. Et même si c'était le cas, voyant l'urgence dans laquelle ce jeune-là était, je pense pas qu'on devrait le mettre dans cette situation où on peut l'interdire de voyager parce que il doit payer, acheter la place d'une civière. Est-ce que tu vois? Ça, c'est absurde. Surtout que déjà, d'abord, le jeune a dit qu'il est apte à s'asseoir. Donc, tu vois, il y a une investigation qui doit être faite. La dame, là, pour moi, elle doit être jugée, enfermée. Parce que non, au fait, c'est pire d'ailleurs, c'est de voir cela venir d'une dame qui sait si elle n'a pas un enfant. Et même si, il faut d'abord penser. Au fait, le Guinéen, moi, j'ai l'impression que le Guinéen est vacciné contre, comment dirais-je, le fait de se mettre à la place des autres. Ils n'ont aucun sentiment. Parce que ce monsieur-là, ce jeune-là est à l'agonie, mon frère. C'est ce qu'on dit, à l'agonie. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de voir que jusqu'au même avec des cas comme ça, on n'a pas des docteurs qualifiés qui peuvent prendre soin de cela. Est-ce que chez nous-mêmes? Et voilà un tournevis. On m'a dit qu'il va se vanter, il voyage partout, il va se vanter. Pendant ce temps-là, des petites maladies comme ça, on est incapable de gérer cela. Puis d'accord, je te jure que moi, la deuxième anecdote, c'était un de mes amis aussi. Ça, j'avais quitté le pays il y a longtemps. Quand je suis venu ici, il m'a appelé un jour, parce que j'avais appris qu'il avait une fracture au tibia, pendant qu'il jouait au foot. Lui-même, il s'en moquait, hein. Il me dit que, mon frère, moi, je suis allé à l'hôpital, que on m'a prescrit des médicaments à prendre. Je suis allé, j'ai pris les médicaments, mais je voyais que mon pied continuait à s'enfler. Et, à la fin, je suis reparti chez un médecin privé. C'est là-bas, on m'a dit que non, que le médicament qu'on m'a prescrit, c'était pour femmes enceintes. Peut-être je te jure sur mon avenir, wallahi billahi tallahi, je te mens pas. Lui-même, il se moquait. J'ai dit, on a ri fatigué, au fait. C'est-à-dire, il a une fracture au tibia qui a enflé son pied. Il va à l'hôpital. On lui prescrit, le gars qui a vu la prescription médicament. Il prend ce médicament, mais il voit que son pied ne se dégonfle pas et tout. C'est après une deuxième visite qu'on lui a dit que, après qu'il ait montré sa prescription, qu'on a dit que c'était pour femme enceinte. Tu vois, en fait, ça fait pitié, mais en même temps, c'est une honte pour ce pays-là. Est-ce que tu vois? Après, ils se demandent pourquoi les gens veulent quitter ce pays. Tu vois? Et quand on est là, on parle, ils disent que nous sommes des apatrides, au fait. Comment est-ce que tu peux soutenir, c'est-à-dire, une situation pareille? En 2026, c'est-à-dire, on n'a même pas une assurance santé, au fait. C'est ça le problème. Même une assurance santé, c'est-à-dire, même si tu as une assurance santé et que une entreprise privée t'embauche, une assurance santé ne peut pas couvrir tes frais de soins à l'hôpital en Guinée. Parce que eux, les docteurs demandent l'argent d'abord. Au fait, ce système-là doit être revu. C'est, Pitaka, le Guinéen, nous sommes à la base de nous sommes notre propre souffre-douleur, au fait. Il y a pas, c'est l'effet de causalité. Comme on le dit souvent, c'est-à-dire, ce que vous faites là, c'est ce que vous récoltez. Ah ouais. Est-ce que vous voyez? C'est juste incroyable. Au fait, moi, je me demande, c'est pas une malédiction, hein. Ce pays-là n'est pas maudit parce que on a tout. Mais c'est la population elle-même. Et puis le pire, c'est quoi? Même les gars qui vivent cela refusent de se faire entendre. C'est-à-dire que chacun accepte. Le Guinéen est devenu un caméléon. C'est-à-dire que tu le mets dans chaque situation, n'importe quelle situation, tu mets le Guinéen, au lieu de chercher à réparer le tort ou bien le mal, il cherche à s'adapter. Au fait, moi, j'ai l'impression que l'Afrique tout entière est comme ça, en fait. Est-ce que tu vois? Partout où nous sommes, c'est le noir même d'ailleurs, parce que tu prends aux États-Unis aussi, c'est le même cas avec les noirs. Malgré qu'il y a peut-être une ségrégation, ça, il y a une injustice totale. Est-ce que tu vois? Mais c'est le fait de savoir que nous, la nouvelle génération, là, plus les années passent, plus nos générations s'affaiblissent, au fait. Est-ce que tu vois? On n'a pas cette hargne-là de vouloir changer. On s'adapte, au fait. Tu vois? Après, on se dit des combattants. La jeunesse a démissionné. Ouais, c'est ce que je dis. Au fait, chez nous, on n'a qu'une mémoire, au fait. Et c'est-à-dire, c'est comme on le dit souvent en Guinée. Singira no yarung, singira no yarung. Ariara no foti. Tu vois, c'est-à-dire chaque année, c'est Arano no foti. Urihika. Tu vois? Et c'est comme ça, tu prends nos hommes aussi. C'était les hommes d'avant qui étaient braves.
Maintenant, là, c'est une jeunesse de TikTok, de lélé. Parce que moi, je dis ça, c'est lélé. C'est passer tout le temps à parler de la vie privée des autres. On ne cherche même pas à avoir des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, t'es en Europe ici ou t'es en Amérique, tu parles des mots de ton pays, son bon à rien qui est assis là-bas en train de mentir chaque jour dans les cafés bars, tu te dis dis donc, au Moutanlou, vous êtes les premiers ennemis de ce pays. Tu vois, et c'est pareil avec les gens de CNRD. Ceux qui supportent ce CNRD aujourd'hui, c'est vrai que, à un moment donné, il faut réfléchir au moins. Parce que ça, c'est les jeunes qui ont baissé les bras. C'est ce que je dis, Pitaka. Le Guinéen a baissé les bras, Pitaka. Le Guinéen, moi-même, je dis, j'ai commencé avec... C'est pas pour les communicants, ils font de ces émissions de Guinée, j'ai commencé... Mais c'est même pas les jeunes seulement, Pitaka. Je dis, le jour-là, j'ai arrêté de parler de politique ou bien de la vie en Guinée avec mon vieux. Je dis, dès qu'on parle, le premier mot qui sort de sa bouche, man, ça, c'est une mentalité de faiblard, ça, au fait. Au fait, je me rends compte, ce sont des gens comme eux qui ont fait que tout régime nous a marché dessus. Mais là, le PDG. Donc, tu vois. Il n'aime pas, mais PDG. Bon, je vais me limiter là. Les gens n'ont qu'à prendre la parole. Attends, allez-y, là. Je voulais vous montrer ici. Diallo, il y a un petit bruit. Voilà. Il y a une qui est là. C'est pas. Cléopâtre est là, elle dort. C'est sûr qu'elle dort. Parce qu'on n'entend plus depuis un bon moment. Quand on l'entend pas, c'est qu'elle est partie pour l'instant. Peut-être qu'elle reviendra un petit matin. Malik. C'était Malik qui était monté à l'autre. Malik Darami. Ah, il ressemble beaucoup à Djakaki. C'est sûr que c'est un Djakaki. Darami là. Toi, c'est un Djakaki ou c'est un peu d'Ouassou. Parce que c'est souvent. Ça fout là. Il y a ça, c'est ça. Tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Je voulais vous montrer une vidéo ici qui m'a vraiment pas compris comment on peut parler de pouvoir africain Et ce sommet, il est fait pour changer pour trouver des solutions aux problèmes. Écoutez, hein. Son Excellence, Monsieur Madame. Voilà. En ce moment, ici, à Nairobi, se tient un sommet Afrique-France avec les États. Donc, Son Excellence, Monsieur Madame. Voilà, un sommet qui se tient à Nairobi avec son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya. Et l'excellence, hein? Ah, lui, l'excellence. Écoutez maintenant pour les autres. Écoutez pour les autres. Vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme? On s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Voilà. Mamadi, c'est un monsieur. Les autres, c'est des putschistes. Je comprends plus. Ça y est, j'ai du mal à comprendre le français maintenant. Parce que là, ça dépasse la Novlande, quoi. J'ai lu un peu 1984, mais là, je m'en sors plus. Parce que je ne sais pas comment Mamadi pouvait être monsieur Mamadi Doumbouya. Il est parti à Nairobi pour aider la Guinée. Et pendant ce temps, Assimi Goïta, c'est un putschiste. C'est plus ça. Non, mais il n'y a pas plus large que les Français aussi. Non, dis Macron, pas non, du français. Quand je dis c'est le gouvernement français, Pitaka, c'est la même chose. Voilà, sinon, moi-même, je me mets dedans. Non, quand je dis français, je ne parle pas de la population. Eux, ils n'ont rien à voir avec ce que nous vivons. Mais le gouvernement français, c'est un gouvernement très lâche. C'est-à-dire, un truc. Surtout lui. C'est hypocrite. Ils ont toujours été comme ça, en fait. Non, mais en fait, Monsieur Mamadi Doumbouya qui est parti pour négocier, il a rien de faire Atalakou pour dire que les gens n'ont qu'à se calmer. Écoutez-le. Et puis avec le poutou et tout, assumez. Son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya. Ce sommet, il est fait pour changer pour trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. Et en fait, vous n'avez pas compris les grands secteurs. Vous êtes retroussé les manches et vous avez trouvé une solution locale, exemplaire. Monsieur le directeur général disait qu'il n'y a pas d'autres exemples. Vous êtes les premiers. Et c'est très impressionnant. Et puis, regardez la technique. Mais franchement, là, je pense que Mamadi va sortir le chèque. Non, mais il est très fort.
Franchement, lui, depuis que les ambassadeurs, lui, c'est le number one. Dans la démagogie. C'est le plus démagogue des ambassadeurs qu'on a en Guinée. Il est number one. Regardez, il est parti pour l'inauguration d'un petit projet de puits, je sais pas, de bâtiment, construit par une direction. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Nairobi. Il saisit l'occasion. Ah, vous savez ce qui se passe là à Nairobi, son excellence est parti à Nairobi, c'est pour négocier les contrats, pour aider. Et puis, mais vous n'avez pas attendu cela, et maintenant, il s'avance sur le sujet. C'est-à-dire, il trouve l'occasion de glisser là-bas l'affaire de Nairobi. L'affaire de Nairobi, il n'y a pas dans ça. Mais regarde ceux qui sont en face de lui d'abord. C'est ça le problème. Ceux qui sont en face de lui, non seulement ils ne comprennent absolument rien, eux ils sont là-bas par émotion. Parce que le gars a porté Pouton et l'épi. Ouais, ça, ils aiment ça. Dès qu'ils voient un blanc avec Pouton là, on dirait que l'ange le plus aimé par Allah a porté Pouton. Mais oui, ils sont comme ça. Hein. Je vous assure, le plus grand ennemi des peuples va porter Pouton et vont danser. Ouais. C'est-à-dire, il y a une affaire d'exploitation, de manipulation de ce poutre là, je comprends plus. C'est juste incroyable. On dirait le poutre n'a jamais existé avant le poutre. C'est devenu un fonds de commerce et de manipulation communautaire. Et de manipulation. Je vous assure, hein, sortez ici, insultez jusqu'à demain, y compris moi, parce qu'un vous dit, y compris moi. Mais pareil, tout le monde. Revenez dans 2 mois avec un poutre, vous allez voir si vous n'êtes pas pardonné. On dirait qu'il y a quelque chose dans ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Mais c'est une folie collective. Et comme il a le poutre là, il vient, bon, en même temps c'est un Français. Peut-être que c'est la même situation que pendant les années de colonisation. Comment ils viennent, c'est devant une masse analphabète. Ils viennent tenir les discours qu'ils savent même que ces derniers ne comprendront pas. Mais eux, ils n'ont qu'à juste tenir le discours, ils sont filmés et c'est fini. Tu vois? C'est la même chose au fait. C'est juste dans des périodes différentes. Mais c'est le même truc. Regarde Macron, ils choisissent le plus bas à l'échelle pour le mettre à la tête du pays. C'est-à-dire un gars comme Mamadi. Comme ça, ils peuvent le contrôler. Est-ce que tu vois? Pendant ce temps, chez lui, Macron, il va jamais oser parler même d'un 3e mandat, ça c'est donc. Il va jamais oser parler d'un militaire qui va venir prendre le pouvoir. En fait, ceux qui ne veulent pas de chez eux, c'est ce qu'ils viennent implanter chez l'Africain. Et nous, on est là, on accepte. C'est-à-dire, ils prennent le plus des tonneaux vides. Manipulable, qui n'a jamais vécu le pouvoir, qui n'a jamais eu le dia, comme le Malinké le dit, Amadi Alon. Tu vois, on lui donne le dia là, et lui, c'est fini, il devient le N de maison, le nègre de maison, c'est tout. Parce que aujourd'hui, il peut porter des montres de 2 millions de dollars, qu'il n'a jamais même rêvé à avoir, donc le reste, lui, il s'en fout. Eux, ils contrôlent le reste. En fait, c'est énervant, Pitaka. Quand tu penses à cela, tu vois comment on est toujours manipulé. Ils sont là à se vanter de Simandou, alors que c'est un projet où ils ont eu que 15%. 15%. C'est toi qui as la matière première. La moindre des choses que tu peux faire aujourd'hui, c'est le même système que la Chine. La Chine, avec toutes ses ressources, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, on laisse les entreprises étrangères venir, mais à condition que vous bâtissez des usines de production ici. Est-ce que tu vois? Comme ça, non seulement ça crée de l'emploi, mais aussi ça vous permet d'avoir la maîtrise des choses, de la technologie. Parce qu'avec ces nouvelles usines, il faut former les gens. Et des gens du lycée ou bien de trucs ça. Man, en fait, les Chinois, je vérifie les salaires. Les Occidentaux là, ils ont des usines Cambridge, je ne sais pas, des grandes universités, du commerce et tout ça. C'est que vous enseignez là-bas, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est-à-dire que regardez là où tous ces chercheurs-là, malgré tous ces chercheurs-là, où est l'économie? Rien. Où est l'économie? Parce qu'en fait, l'Occident ne s'est pas développé par sa capacité à gérer une économie. Parce que c'est champion des autres. Tout ce qu'on enseigne là, dans une université là, les salaires de différents pays, 80. Mais tu sais que les ouvriers guinéens étaient mieux payés que les ouvriers chinois. Je vous assure, hein. C'est-à-dire, ils ont baissé tellement le salaire. Ils avaient un avantage aussi sur nous. C'est qu'en Chine, quand tu investis à la sécurité, tu es sûr et certain que ton investissement, il n'y aura pas un jour, une émeute là-bas, ils vont tout casser, ton usine va être démantelée, des guerres civiles, il n'y aura rien. Il y avait la sécurité et l'assurance, et ils ont baissé les salaires plus bas que le Vietnam, tous les pays d'à côté pour les attirer, parce que les gens étaient affamés. Nous, on a vu ici dans les années 2000, parce qu'on était étudiés encore ici un peu. Je vous assure, hein, ce qui se passait, il y avait des entreprises ici, notamment aux États-Unis et en Europe, qui se vantaient ici d'avoir externalisé une partie de la production.
il y avait France 2. Ils ont fait disparaître toutes ces vidéos-là. Mais ces vidéos-là existaient dans YouTube. Maintenant, ils n'existent plus, je sais pas pourquoi. J'ai fait des recherches un peu, peut-être c'est les mots-clés que je n'arrive pas encore à trouver les mots-clés pour retrouver les vidéos. Mais croyez-moi, à l'époque, ils vantaient, ils essayaient de parler aux actionnaires en leur expliquant qu'en investissant en Chine, en externalisant une partie de leurs activités, il y avait des dividendes à 2 chiffres, parfois même à 3 chiffres, ou à un chiffre un peu plus au-delà de 5, 1, 5, 15. Les gens sont devenus fous ici pour distribuer des dividendes et des actions à la fin d'année. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans? Il n'y a plus pour ça. Les Chinois ont dit maintenant, nous, on investit chez nous, on a des moyens maintenant d'investir. Ils ont commencé à investir chez eux, la technologie était partie, les usines sont parties. C'est-à-dire, au bout de 20 ans, ils les ont appâtés. Parce que les gens là, ils se les affamés. Tout ce qu'ils pensent, notamment aux États-Unis là, dividendes. Ils ont fait la même chose dans les années 20. Ouais. Dans les années 20, quand les Américains ont découvert la bourse là, tout le monde boursicotait. T'as vu les gens à l'époque, quand dans les rues, je vous assure, j'ai regardé un reportage là, ça m'a rendu fou. C'est-à-dire qu'on descendait, alors qu'en Europe, c'était des professionnels et les banques qui s'occupaient, qui faisaient qui étaient en ceux qui avaient les moyens, qui s'y connaissaient. Aux États-Unis, dans les années 20, on descendait dans les rues, dans les bars, dans les trains, dans les gargotes, partout. C'était comme un jeu. Donc, vous investissez un peu, comme l'économie bougeait à l'époque, il n'y avait pas trop la disparité, le gap entre l'économie réelle et le mensonge qu'il y a dans la bourse, là. Il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, cette folie-là. Enfin, c'est même pas une folie, mais non, c'est comme une aiguille dans un océan. L'économie réelle, elle représente l'aiguille et la bourse, elle représente un océan. Mais à l'époque, il y avait cette proximité. Donc, du coup, tout le monde investit dans la bourse. Et ça se faisait de l'argent. Tu mets $20, demain, tes $20 deviennent $24. Parce qu'on investissait partout. Ouais. Donc les gens ont abandonné de travailler, ils sont mis à boursicoter. Aujourd'hui, il y a plein de ça, il y a plein de ça aujourd'hui, ça domine même. Les gens ont presque arrêté toutes les études, ils se mettent à faire cela. Non, mais à l'époque, là maintenant ça va avec la régulation, les gens ont compris, la crise de 1929 est passée par là. Mais à l'époque, tout le monde est tombé dans ça, les banques ont... Imaginez, hein, au lieu d'avoir mon argent pour aller investir dans la bourse, c'est la banque qui me prêtait de l'argent pour aller investir en bourse et faire des bénéfices et venir encore prendre. À un certain moment, ce n'est plus l'économie réelle, c'était une folie. Les gens étaient dans une bulle bizarre. Et après, ça a éclaté. Parce que on a habité les gens à vivre sur le crédit. Les Chinois ne vivent pas comme ça, hein. Non, les Chinois, ils ont fait la ceinture, ils sont organisés autrement. Mais les États-Unis vivent de ça. Ils sont là pour longtemps. Les États-Unis vivent de ça. Moi, je vous assure, celui qui pense que les Chinois sont là pour partir. Les Chinois, ils sont pas là pour partir, là. Ils sont là, les 100 ans dont on parlait là pour Hitler, là. Je vous assure que la Chine est partie. Si vous vérifiez vraiment la façon dont ils sont organisés, ils sont partis. La carte du monde a changé. Et s'est déplacée complètement. Vous avez l'Europe qu'on voit au milieu, là, avec l'Afrique. On va partir de l'autre côté. Maintenant, allez voir les cartes, c'est l'un de la Chine qui sont... Les gars dominent même. Regarde, la dernière fois, je suivais un documentaire là. Tu vois comme ils nous ont fait croire avec les trucs de voitures électriques ici là. Longtemps, ces grandes compagnies ici de voitures électriques ont saboté les Chinois. Apparemment, ils ont découvert que leurs batteries même qu'ils utilisent dans leurs voitures viennent des compagnies de BYD, le BYD là, la voiture la BYD. C'est eux qui fabriquent la plupart des batteries électriques des voitures ici. Pourtant, de l'autre côté, ils sont en train de décourager leurs citoyens de ne pas acheter ces voitures-là. Au fait, la Chine est en avance. La Chine, c'est... Tu sais, c'est comme les puces, c'est comme l'affaire des puces, là. Tu sais, les puces. C'est comme ça que les Taïwanais aussi, à un moment donné, comme ils ont vu qu'il n'y a pas de concurrence, ils ont dit aux Occidentaux, non, nous, on n'a pas d'usine capable de fabriquer. Mais venez ici, nous, on fabrique moins cher. Voilà, tout le monde exactement, tout le monde est parti. Au bout de 10 ans, on s'est retrouvé avec les seuls producteurs de puces. Exactement. Les numéros 1, ils ont tout récupéré, ils ont gardé, ils ont compris la production chez eux. En fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire en Afrique. C'est un refus, Peter Kam. Tu sais pourquoi on n'arrive pas? Parce que je te dis que c'est... À cause des guerres, Malinké peut là, tous les jours, on dirait qu'il n'y a pas de travail en Guinée, à part le problème de Paul Malinké. C'est le cas comme Mamadi. C'est les cas comme Mamadi. C'est-à-dire, c'est les tonneaux vides qu'ils prennent pour mettre à la tête des pays. Tu vois, par exemple, tu prends le cas de Simandou. Tu penses que ces gars, le CNRD, s'en fout des Guinéens? C'est pas eux, les 15% là, rien. Eux, ils s'en foutent de ça. C'est parce qu'ils ont des pots de vin à l'intérieur, au fait. Tu vois, à partir du moment où ils reçoivent leur pot de vin, eux, ils s'en foutent du Guinéen. C'est-à-dire, même si vous négociez à 5%. Peut-être qu'un gouvernement sérieux ne pouvait jamais faire ce truc-là, ce genre de négociation. Je dis que c'était simple. Sur ce plan-là, quand même, on est obligé de féliciter le camarade. Non. 49%. 1960. C'est incroyable, au fait. Non, mais écoutez, franchement, sur ce plan-là, franchement, il a été garçon quand même. On dit beaucoup de choses sur la violence, tous les jours on parle de ça ici. Mais il avait quand même de l'intransigeance. Il a forcé les Américains de prêter de l'argent, prêter sur les rails, sur la mine, tout. Franchement, si on avait suivi cette voie-là. Ces gars-là n'ont pas négocié pour le pays, ils ont négocié pour le camarade, il a été garçon là-bas, il a été homme là-bas. Vraiment, il a prouvé qu'il était garçon. Il allait jusqu'au bout. Vous me prêtez l'argent où il n'y a rien.
Ils étaient obligés de prêter l'argent parce qu'ils avaient besoin de bauxite. C'était devenu un métal, des métaux, c'est pas des métaux sensibles. En tout cas, des situations qui sont vraiment sensibles pour l'industrie américaine à l'époque. Mais il a compris, il les a forcés, il a eu 49%, ils ont financé les rails, tout financé. Et imagine, hein, c'est les terres qu'on a prêtées pour avoir une partie de notre contribution sur le rail, c'est les terres qu'on a prêtées. Franchement, ils ont bien négocié, hein, CBG. Hein. Ils ont bien négocié. Hein. Ça n'a rien à voir. Même peut-être Alpha Condé avec tous les autres qui sont arrivés. Mais maintenant, là, il y a eu beaucoup de monde avec, parce qu'il fallait quand même certaines facilités. On est arrivé, peut-être Alpha Condé est arrivé en 2010. Personne, les gens ne se bousculaient pas à la porte. Hein. Pour investir en Guinée, c'était notamment dans le domaine minier, c'était à risque. Surtout la fête de DGR était là, il y avait un contentieux, donc c'est difficile. Donc il fallait quand même accorder certaines facilités à certains d'entre eux. Tu vois, pour leur permettre de rendre le pays un peu plus attractif. Maintenant, on doit maintenant avancer, parce qu'ils sont déjà là, ils ont investi beaucoup. Maintenant qu'ils disent que, voilà, il y a des clauses qui empêchent de revoir certaines dispositions de ces conventions, ça c'est leur affaire. On va les revoir. On est souverain sur nos richesses. C'est tout. De la même façon, ils ont fait. Moi, j'ai vu le cas, sincèrement, je prends souvent le cas là, le cas de la construction des immeubles qui poussent à Conakry. C'est Mamadi est venu, les immeubles ont poussé, c'est pas Mamadi. C'est autant le président Alpha. Parce que le dernier discours que le président Alpha Condé a tenu à Bouquet, c'était devant la plupart des DAF et des impôts, la plupart des fonctionnaires en tout cas qui s'occupaient de l'argent public étaient là-bas. Il a parlé de la corruption qui se passait en Guinée. Et il est revenu sur le fait que, pour la construction, parce qu'en Guinée, on paye les loyers, la plupart, notamment des boutiques et autres, on les paye en devises étrangères. Donc, quand les gens sont allés voir la présidence pour investir dans ce domaine-là, ils ont dit qu'en Guinée, ils voulaient pas être payés en francs guinéens. Ça avait commencé à faire des murmures. Le président s'est opposé. Il paraît que Dr Kassouri est allé le voir pour dire, écoute, laissez-les. C'est pas grave. Même s'il faut, mais là où on se trouve là, soit on ne fera rien. On va les laisser, ils vont faire. Je sais pas comment ils ont fait, mais le plan était très bien ficelé. Parce que les immeubles ont poussé, les constructions ont poussé, les gens ont compté des boutiques partout, il y a eu des trucs. Et puis un bon matin, le président a bloqué, il dit, écoutez, maintenant c'est fini. On paye plein de dollars. Parce que quand vous regardez, moi je trouve que c'est un bon plan quand même. Parce qu'on les a fait venir, ils sont rentrés, tout a été signé, mais après on revient dessus. Ils ne peuvent pas prendre les immeubles de partir avec. Les immeubles sont déjà sur place. Donc il avait demandé maintenant, c'est terminé. Là, on revient maintenant en franc guinéen. À partir de l'instant, je ne vais plus entendre parler. Tout le monde doit, toutes les institutions qui sont chargées de la vérification de cette transaction-là doivent être vigilants à partir de maintenant pour que le paiement se fasse en franc guinéen. Et personne n'avait bougé. Mais juste après, je pense que 5 mois après, c'était au mois de mars 2021, mars-avril 2021 que le président avait fait ça à Bouquet. Mais entre mois septembre, le président est tombé. On ne sait pas si ça continue encore, si les gens continuent à payer encore en dollars ou en francs guinéens. Pas. Mais en tout cas, à l'époque, ça avait cessé. Mais ça permet d'attirer les investisseurs. Donc là aussi, pourquoi pas les minier? On peut accorder les facilités, même si on signe. Mais on ne va pas accepter. Il n'a qu'à plier, on revoit dessus. On ne va pas quand même, c'est nos richesses. Mais les facilités qu'on a accordées pendant très longtemps. Et moi, sur les mines, vraiment, pour moi, on doit arrêter toute exploration. Pour moi, les explorations en Guinée, ça doit s'arrêter. Franchement, je vous dis, hein, c'est mon point de vue personnel. On doit arrêter. Il y a suffisamment de mines en bauxite, dans le domaine du fer, dans l'or. On a suffisamment de mines. L'exploration, on met... Maintenant, pour d'autres métaux, peut-être pourquoi pas avoir. Mais pour ces métaux-là, pour ceci, pour moi, on doit arrêter complètement. Parce que c'est devenu des cratères dans tout le pays. Vous voyez comment Sigiri, Bouquet, Sangaredi, Télémilé, je vous dis partout, hein, allez voir, même en Guinée forestière, ce qui se passe. Donc, à un moment donné, on doit revoir maintenant, voir ceux qui sont déjà là, comment trouver des solutions, notamment sur leur engagement en termes de normes environnementales. Ça, c'est la véritable question. C'est vers ça on doit s'orienter maintenant. Parce qu'il y a suffisamment de monde. On continue encore à donner des permis d'exploration. Pour avoir combien? Combien la Guinée gagne dans ça? Rien. Pourquoi continuer encore? Franchement, moi, c'est mon point de vue personnel. Hein. Revoir, et toute personne qui souhaite maintenant exploiter une mine en Guinée, tu construis une voie ferrée, de la mine jusqu'au port, jusqu'à un port, n'importe où, en basse-côte là. Il y a encore de la place. Et des usines de raffinerie et tout. Non, dans un premier temps d'abord, peu importe, ça va, tu sais, c'est raffinerie surtout, mais comme il y a un problème d'énergie surtout qui nous frappe, c'est un peu compliqué. Mais au moins, avoir une voie ferrée de la mine, je vous dis, la basse-côte là, on a 350 km de côte. Donc, on a de la place pour des ports. Donc, tu exploites une mine, de la mine, et puis lequel tu vas utiliser le terminal de personnes. Tu ne vas utiliser le terminal de personnes. La mine, tu construis ta voie ferrée jusqu'au port. Tu choisis un endroit, n'importe où le port. Et on l'utilise pour les marchandises. On doit continuer à exiger les gens là. On n'est pas obligé de détruire notre pays comme ça. Et j'ai dit encore à nouveau parce que certains m'ont appelé, me dit, Pitaka, tu es en train de toucher des intérêts, tu menaces des gens. Il dit, je menace personne. Tous ceux qui ont investi sur le monde Nimba, il dit pas Simandoua, le monde Nimba, tous ceux qui ont investi
pour l'exploitation du monde Nimba, croyez-moi, si le changement ici, peut-être qu'il va devenir un problème pour ce pays, là, dans ce moment-là. Nimba, là, on va tout arrêter. On va tout arrêter. On va, tout, moratoire, peut-être que je ne pourrais pas se l'arrêter ce projet. Mais on va faire comme les Ivoiriens. On a partagé Nimba avec eux, j'en parle souvent ici. On ne doit pas l'accepter que les Ivoiriens créent une zone de réserve de leur côté. Et nous, on détruit le Simandou et Nimba en moins de 15-20 ans. Pour moi, on doit faire un moratoire sur Nimba, travailler sur nous qui sommes contre, ceux qui sont pour. On lance un débat à travers le pays. On a des spécialistes sur les questions. Nous, on est juste là en tant que vigilants. On a des spécialistes sur ces questions. Ils vont venir nous expliquer. On va donner notre point de vue. On organise des débats au bout de 8 mois, 9 mois. Je ne parle pas de Mamadi, il va foutre le cas. Je parle de gouvernement démocratique. Au bout de 8 mois, 9 mois, on va à un référendum. On doit s'habituer. C'est-à-dire, c'est quel type de questions? Pour le cas de comme Simandou et autres, c'est des questions qui doivent faire l'objet de référendum dans ce pays. Croyez-moi, on va finir là. La Guinée forestière là, on va la détruire. Elle va devenir comme Sigri. Comme Sigri, c'est le poumon de la Guinée. Pour moi, la préservation de cette région, j'ai vu Ziama, je ne sais pas si vous avez vu, hein. Il y a une personne qui est allée voir la Villa Sili, dans la forêt Ziama, qui était souvent où le camarade allait avec des amis. Enfin, il séjournait assez souvent. Je vous dis, allez voir la beauté de cet endroit. Franchement, j'ai vu l'interview, le reportage hier ou avant-hier. Même si c'est sur l'écotourisme, j'ai vu le monsieur qui a le guide. Allez voir la villa, elle est finie. Et en fait, le régime est tombé, le camarade est tombé. Mais pourquoi ils ont laissé la villa là à l'abandon? Je n'ai pas compris ça. Je vais vous montrer la villa. Je vous assure, c'est un terrain maintenant où on peut mettre les animaux ou des passants. Un endroit, franchement, parce que c'est là que c'est quoi avait eu un dîner une fois quand il a réussi les radios. Il partait souvent là-bas. Mais je vous dis, je ne comprends pas. Parfois, il y a des changements dans notre pays. Je ne sais pas ce qui vient faire le changement, ce qu'ils viennent faire, quoi. Parce qu'on jette tout, y compris les infrastructures qu'on a construites. Parce que c'est le PDG qui a construit, alors. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Pourquoi on n'a pas gagné la foi? C'est une belle villa. Cette villa-là, Villa Sili de Ziama. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on a abandonné ça. Et alors, si c'est le PDG, on devait garder. Vas-y. Oui, bonjour et bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, j'ai pris un coup de sommeil. Je viens juste de revenir. Bon, par rapport à ça, entre Massanta aussi et Sirodou, il y a des maisons qui ont été construites par les colons, qui sont là-bas. Ce sont de très belles maisons. Il y a un centre de recherche et il y a une habitation aussi pour les chercheurs qui venaient sur le terrain, qui venaient faire les enquêtes. Mais au terme de compter, oui, il y avait un budget qui était voté pour des entretiens. Mais après, je ne sais pas si ça continue et tout ça. Mais les centres de recherche, il y a le centre de recherche de Sirodou qui est là-bas. Ils ont plus de 800 à 900 hectares. Hein. Non, on ne fait pas la promotion du PDG. Mais attends, regarde-moi un qui dit qu'on fait la promotion du PDG. Non, c'est pas le PDG qui a amené ça. Ça, c'est le projet de Conti. Les Guinéens, c'est incroyable. Il y a un bâtiment, un beau bâtiment qui a été construit là-bas par le PDG. On devait le garder pour moi. On n'a pas détruit. Non, mais mon président, quand vous partez entre Massanta et Sirodou, je vous dis, c'est des maisons, très belles maisons. Mais de très belles maisons. C'est entre Massanta et Sirodou. C'est juste au niveau du centre de recherche de Sirodou. Dès que vous dépassez le centre de recherche de Sirodou, à 5 km. Mais mon président, c'est des maisons, c'est waouh. Parce que tous les chercheurs, les directeurs généraux du centre de recherche, et tous se logent dans ces maisons. Mais c'est des bâtisses, c'est waouh, je vous jure. C'est en plein Sirodou. Mais autant de Conti, il y avait un budget qui était voté pour ça. Mais c'est waouh. Le climat, mon président, je vous dis, c'est waouh. C'est magique, c'est paradisiaque, je vous assure. J'essaie de trouver la vidéo là sur la forêt de Ziama. C'est un reportage qui a été réalisé par un jeune. Cette forêt est en train d'être décapitée, hein. Surtout avec le projet Forêt Forte là, qui était en forêt. Là, ils avaient commencé à décapiter, hein, parce que les gens, ils ont payé des machines, ils ont compris que le bois, ça rapporte de l'argent. Et si vous voyez la destruction de la forêt, du bois, l'exploitation du bois en Guinée, et la Guinée forestière là, vraiment, il y a un problème. Hein. Il y a un problème sérieux là-bas. Hein. En plus, vous savez, il y a un temps, au temps de Alpha Condé, il avait recruté des éco-gardes. Vous vous rappelez? Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Alpha Condé, c'est ce que j'ai dit, hein, il a voulu vraiment protéger l'environnement, surtout même sur les projets sur la protection de l'environnement, il avait alloué un budget pour ça. Au ministère de l'Environnement, il avait vraiment donné des priorités par rapport à ça. Vous comprenez, même les projets qui étaient mis en place et les enquêtes et tout ça, il prenait plus les cabinets privés pour mener les enquêtes parce qu'il voulait beaucoup plus de clarification par rapport à ça. Surtout par rapport à la pollution. T'apportez le live aussi, t'apportez le live un peu. Vous voyez un peu. En tout cas, moi, j'ai vu. Allez-y. Voilà.
par rapport à ce que tu es en train de dire par rapport au Simandou là, tu sais, quand c'est des gens conscients, des gens compétents qui gèrent les destinées d'une nation, qui ne se soucient pas de l'avenir de leurs propres enfants et des futures générations de ce pays, ils s'en foutent. Normalement, je ne sais pas si tu avais suivi l'intervention de Ali Ouba sur le projet Simandou. Ali Ouba avait bien décortiqué ça, en tout cas je n'ai pas pu vérifier, mais lui, d'après son explication et son analyse, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se précipitaient de lancer le projet Simandou, mais les investisseurs n'étaient pas prêts à investir pour le Simandou. Si tu vois, l'analyse de Ali Ouba, ça va coller à la réalité. Parce que si tu vois, ils sont partis et tombés sur 15%. Pendant ce temps, ils réalisent même le chemin de fer. Et que tu regardes, pendant le premier régime, et ils ont pu faire avec CBG, avec un pourcentage tellement élevé. Ça prouve à suffisance qu'Ali Ouba avait dit qu'il avait raison, que les investisseurs